Tout le monde. C'est très cool. Ça m'est déjà arrivé de niquer sur une toile cirée sur mon lit pour pas cacher mes draps. T'as niqué sur une toile cirée? Ouais. C'est génial. Hier soir, je l'ai acheté, j'étais bourrée, moi, je me souviens. Un don à la planète. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Adeline. Adeline a 29 ans, et avec elle nous avons discuté de porno éducatif, de Princesse Starla et les joyaux magiques, de Buffy et Kendra et des premiers rôles, de coiffure afro, des jupes et des poils en été, mais aussi surtout de libération. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui. Je trouve qu'être une femme, ça permet d'être beaucoup plus versatile qu'être un homme. Dans le sens où on peut beaucoup plus jouer avec son image. Donc à la fois en termes de vêtements, à la fois en termes de présentation, d'agissement. En fait, on est beaucoup moins jugé sur certaines choses, sur certains choix qu'un mec. Donc mettons, surtout sur tout ce qui est expression. Donc par exemple la danse, le théâtre, ce genre de choses-là, ou quand c'est un mec qui décide de faire ce genre de choses-là, va être beaucoup plus jugé, je trouve. C'est quoi pour toi être féminine ? Être féminine, pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est très limitant, mais comme la masculinité, en fait. Donc au final, c'est qu'on va chercher à genrer et à binariser ces notions-là. Et je trouve que justement, parler de féminité, c'est trop limité, quoi. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes ? À la maison, moi je jouais aux Barbie et aux petites voitures et aux Lego avec mes frères, quoi. Donc c'était un gros jeu qui était mélangé. Effectivement, moi, j'avais des Barbie pour Noël, mon petit frère avait des Lego. Et en fait, on faisait des gros crossovers avec mes jouets, ses jouets. Et puis après, j'ai jamais eu des trucs genre dinette, j'ai jamais eu les trucs pour... les trucs de parfaite ménagère, j'ai jamais eu de bébé non plus. Donc ouais, c'était des images qui, en fait, quand j'étais chez moi, c'était pas réellement... Enfin, c'était un truc qui me semblait confortable. Et quand j'étais à l'école, c'était des choses auxquelles je devais plus obéir. Donc je devais absolument aussi faire semblant d'avoir envie de jouer avec des petites filles tout le temps et de jouer à ce qu'elles avaient envie de jouer. Surtout que les jeux, c'était souvent un peu chiant aussi. C'était des trucs, on va jouer les copines des To Be Free. Et moi, j'étais là, bah non, j'ai pas envie, quoi. Nous, on faisait aussi, on jouait à Starla et les joyaux magiques. Mais moi aussi. Ah, mais oui, moi aussi. Starla. Mais oui, Starla. Starla et Starla. Mais j'avais la cassette et tout. Hein. Ah oui, d'accord. Ah ok. non, j'étais grande fan de Starla, moi. D'accord. J'étais d'ailleurs Starla quand on jouait à Starla. Ouais, ça, c'est toujours un truc. Et d'ailleurs, truc très raciste, ma pote noire était forcément Fallon, du coup. Ah, mais moi, j'étais toujours Mélanie B. Ah bah oui. Ouais, j'étais toujours Mélanie B. Ah J'étais oui. toujours... quand on jouait à Buffy, Ah j'étais ouais. forcément Kendra, j'étais forcément... Donc ouais, c'était chiant, quoi. Et sur toutes les histoires de quand j'acceptais bien de jouer à leur jeu, d'être les zouzes des To Be Free, j'étais forcément la zouze d'Adèle, tu vois. J'étais toujours un peu genre... Bon, en fait, ça me saoule, quoi. Enfin, c'est pas marrant, quoi. C'est limité quand même, hein. Et puis bon, moi j'aimerais bien être soit Buffy, soit Face, idéalement Face, quoi. J'aimerais bien les premiers rôles, en fait, en vrai. Mais oui. Et puis les badass, quoi. Ouais, carrément. Quel rôle ils occupaient tes parents au sein de ta famille ? Le rôle de mes parents, c'était assez stéréotypé. Ma mère, c'était vraiment... elle est assez maniaque, donc elle nettoyait tout, elle rangeait tout, elle gérait tout, les courses, etc. Enfin, la totale, quoi. Et mon père, il était là quand il fallait gueuler, je crois. Plutôt là pour... soit pour les engueulades, soit pour le côté un peu bonne ambiance. Autrement, c'était quand même ma mère qui était extrêmement présente, quoi. C'était ma mère qui faisait la majorité des choses, quand même. On va parler un peu de ton éveil sexuel maintenant. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as eu conscience de ta sexualité ? Moi, non. Je me souviens pas, mais je me souviens plutôt de la première fois que quelqu'un a eu un éveil sexuel par rapport à moi. Et ça, c'était en fait à l'école.
quand j'étais en primaire, donc t'as quoi, t'as 8 ans. Il y a un petit garçon, et je me souviens plus exactement comment il était, qui c'était, avec qui je jouais vaguement, et en fait, un jour, pendant la récré, il s'était allongé sur moi, et il avait commencé à me toucher, et puis moi j'étais là, moi je rigolais, je disais mais pourquoi tu me touches là, c'est un peu nul quand même. Pourquoi? Et surtout, en fait je trouvais ça bizarre, c'est surtout je comprenais pas quoi, je disais mais c'est pas par là qu'on fait des chatouilles quoi, enfin si tu veux me chatouiller c'est pas ici. Et là en fait il y a eu un surveillant qui est venu, qui l'a attrapé, parce qu'en fait il y a une de mes copines qui l'avait appelé en disant oui, il y a lui qui embête Adeline, et il est venu, et puis là en fait il l'a attrapé en lui hurlant dessus, etc. Et là je me suis rendu compte que c'était peut-être pas normal. Et après en fait en soi, moi je me souviens juste d'une fois où je sais plus quel âge j'avais, c'est pareil, je sais pas, je devais avoir peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, où je me balançais sur une chaise, et en fait, le frottement faisait un truc, ça faisait comme des petites décharges électriques, et là, en fait, je trouvais ça super bizarre, et du coup, je le faisais de temps en temps, tu vois, je disais, bah, c'est rigolo, tu vois, c'est bizarre. Et il y a une fois, ma mère qui est entrée dans ma chambre, et puis je lui ai dit, hey, maman, regarde, je fais ça, et ça fait un sentiment bizarre, tu crois que c'est quoi? Et là, je l'ai vu, genre, devenir rouge. Et elle a dit, range ta chambre. C'était vraiment très drôle, parce que du coup, j'étais là, genre, mais pourquoi elle devient rouge comme ça? Mais ouais, non, je me souviens pas exactement de quand j'ai découvert ça. Et du coup, comment t'as fait ton éducation sexuelle? Elle a été extrêmement longue. Déjà, juste la masturbation, c'est un truc que j'ai découvert aussi. En fait, c'est en tombant sur un téléfilm sur Arte, ou sur la 5. Et c'était l'histoire d'une gamine, et je me souviens pas, je sais que c'est un film qui est apparemment assez connu, un truc érotique, mais sur une fille qui est à la campagne, qui est toute jeune et qui découvre en fait le plaisir sexuel au fur et à mesure, qui finit avec des plumes dans le cul, enfin bref. Avec des quoi? Avec des plumes dans le cul. Enfin bref, mais c'était un film qui était très joli, pour le coup, que j'avais trouvé vraiment très, très chouette quoi, et là c'était la première fois en fait que je me suis dit bah vas-y on va voir ce que ça fait, donc je faisais en même temps qu'elle en fait pendant le film, je regardais et puis je découvrais en même temps quoi, c'était quand tu découvres pour la première fois ton intérieur tu te dis ah c'est bizarre quand même, j'ai l'impression d'avoir le doigt dans une sorte de coup de poulet, tu vois, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre, tu vois. Et en fait après ça en fait j'ai découvert toute la masturbation, et c'est comme ça que je me suis connue. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi le plaisir sexuel. Le truc, c'est que je l'ai jamais, ou très tardivement, j'ai cherché à le connaître chez d'autres personnes, ou avec d'autres personnes. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression que c'était très bien toute seule et que je voyais pas comment... Surtout, je voyais pas comment je pouvais partager ça avec quelqu'un, surtout qu'on n'en parlait pas, en fait. Personne n'en parlait. Et ou juste ah machin elle a couché avec truc et puis point. Ou machin il a une bite qui mesure je sais pas combien. Ou truc muche elle a ses règles, ou enfin tu vois des trucs comme ça. Et en fait c'était vraiment pas, il y avait pas de discussion réellement là-dessus, et du coup je me disais je vais pas en parler, et puis voilà, il y avait pas trop de raisons en fait que je cherche ça. Pour toi c'était quoi faire l'amour? Pour moi, j'avais l'impression que c'était un truc qui était extrêmement dialogué, qui était extrêmement... dialogué à la fois avec la parole qu'avec les gestes. Qui était vraiment un véritable échange, quoi. Et du coup, c'est vrai que toutes les histoires de nanas qui disaient que ça se passait pas bien, que c'était... que voilà, le mec était nul, etc. Je me dis, mais c'est quand même dommage, parce que, moi j'ai l'impression que normalement ça devrait être plutôt chouette, et que tu vois, c'est toutes les histoires de ouais mais elle a fait l'étoile de mer, etc. Je me disais mais comment tu fais pour faire l'étoile de mer? Pourquoi tu fais l'étoile de mer? C'est quoi une étoile de mer? Ouais, c'est ça. Et c'était quand même très flou pour moi. C'était flou parce que c'était
Enfin, je savais très bien que tout ce qui était porno, etc., truc que je pouvais regarder, et encore, je regardais pas non plus énormément, mais même les pornos que je regardais, de toute façon, en fait, c'était beaucoup de porno éducationnel. Et j'aimais bien, en fait. Je trouvais ça chouette de voir quelqu'un qui t'expliquait, qui te racontait, qui disait, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et je trouvais ça cool. Les pornos éducationnels, c'est les pornos où tu as une actrice ou un acteur qui va t'expliquer comment faire pour doigter, pour sucer, pour branler, pour faire telle ou telle position, etc. Et souvent, en fait, t'as une nana, en tout cas pour ceux que j'ai plus vus, c'était des nanas qui étaient du coup face caméra, comme ça, et puis parfois avec un t-shirt, parfois pas, enfin bref, voilà. Et avec un god, et qui te dit, ben voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu le prends de telle façon, etc. Et puis... Et c'est cool, hein, enfin... Ah ouais, ou qui va le faire sur un mec, ou un mec qui va te dire, bah voilà, moi j'aime bien faire ça, etc. Mais après, c'est assez marrant, parce qu'en fait, autant j'étais énormément dans ce truc-là, de vouloir savoir un max, de comprendre ce que c'est que le sexe, comprendre comment faire, comment ça fonctionne, etc. Mais en même temps, en fait, j'arrivais pas à me débloquer avec une vraie personne, quoi. Mon premier mec avec qui j'ai couché, j'avais 18 ans, je crois. Et ça s'est bien passé? Non, c'était nul. Bah, c'était nul parce qu'en fait, le truc, c'est que... Il n'y a jamais personne qui nous a dit « Oh, c'était trop bien !» Mais le truc, c'est que, en fait, j'étais là, genre, mais oui, mais je sens rien. C'est sympa, mais en fait, je jouis pas, quoi. Et c'était naze. Et puis le mec, il fait je vais jouer. J'étais, moi aussi. J'en attendais beaucoup plus, quoi. Qu'est-ce que tu fantasmais? Juste que ça soit aussi bien que quand j'étais toute seule, quoi. C'était très décevant, quoi. C'était extrêmement décevant. Du coup, ton image du sexe, elle est née de ces tutoriels de porno que tu voyais ou d'autres choses encore? Non, d'autres choses. C'était majoritairement les films, je pense. T'as des souvenirs de films? Il y avait Titanic, il y avait Ghost. C'était très moite. Et puis il y avait un... Puis, je sais pas, il courait dans tous les sens, et puis ça rigolait, et puis vas-y, ça nique un coup, puis après ça repart, et c'est marrant, et puis tu vois, il y a un truc un peu passionnel qui est assez beau, quoi. Et je crois que c'était ça que j'aimais bien, surtout, en fait. Et c'est l'image que je me faisais, c'était ce truc... En fait, je crois que c'est vraiment le côté passionnel qui m'attirait là-dedans, quoi, et que je ne trouvais pas. Parce que le lycée, collège... passion, c'est compliqué, quoi. Est-ce que ça a représenté quelque chose pour toi de faire cette première fois ou pas du tout? Non. L'approche, j'en me souviens quasiment pas. Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un ou pas? Non, parce que j'ai longtemps menti. J'ai longtemps menti pour qu'on me laisse tranquille avec ça. C'est-à-dire que j'avais pas envie qu'on me parle... de ça, ou qu'on me questionne sur le fait que en fait il y avait personne qui m'attirait réellement. Donc en fait je mentais, je disais j'ai déjà eu un mec, machin, comme ça, tu vois. Alors qu'en fait c'était pas vrai, c'est juste que j'avais juste personne qui m'attirait suffisamment pour en tout cas que je fasse le premier pas, ou que je me sente pas bloquée, en fait. Parce que je me suis toujours sentie extrêmement bloquée. J'ai longtemps été surtout sur un truc de je réponds à ceux qui viennent vers moi, en fait. Et c'est que récemment que j'ai fait le contraire. Pour le mieux, d'ailleurs. Et du coup, maintenant, comment tu t'entends avec ton corps? Est-ce que tu l'aimes? Mon corps, je m'entends plutôt bien maintenant avec lui, même si il n'est plus comme je l'avais beaucoup aimé à un moment donné, c'est-à-dire, pas beaucoup aimé, mais en tout cas avec lequel je m'entendais plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai pris du ventre, j'ai arrêté de danser, donc je suis plus aussi musclée qu'avant. Mais en même temps de ça, en fait, maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ce corps-là, parce que déjà, en fait, il y a plusieurs
plusieurs attributs que j'ai réussi à libérer. Donc pour les cheveux par exemple, déjà en fait c'était plus possible pour moi d'avoir les cheveux lissés parce qu'ils se cassaient sans arrêt et c'était soit je continuais comme ça et je ressemble plus à rien, j'ai une serpillière sur la tête, ça va plus du tout, soit je trouve autre chose. Et le truc c'est que en fait quand j'ai changé de nature de cheveux, enfin j'ai pas changé, j'ai retrouvé ma nature de cheveux, en fait à partir de là j'ai complètement changé de visage aussi. J'ai changé de style parce que en fait l'air de rien ça change énormément. Les cheveux, c'est toujours assez radical. Et en fait, ça m'a fait me voir complètement différemment. J'ai d'abord... j'étais pas bien à mon taf. Il y avait trop de pression, c'était trop compliqué. Donc j'ai quitté mon taf. Et en fait, déjà là, je sentais que j'avais besoin de quitter plus de choses. J'ai largué plein de trucs. Donc j'ai largué mon mec, j'ai largué mon taf, j'ai largué plein de trucs. J'ai l'impression que, en tout cas rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me lisser les cheveux que je me suis sentie, je me suis sentie prendre quelque chose d'autre et surtout de récupérer la Adeline que j'avais jamais connue avant en fait. Je pense que c'est ça. Tu as souvent été prise en photo et tu t'es souvent prise en photo oui. Dans ta vie. Est-ce que ça te faisait quelque chose ? Est-ce que ça te permettait d'avoir confiance en toi, d'arriver à prendre ces photos, ou est-ce qu'à un moment donné c'était peut-être aliénant, ou est-ce qu'il y avait un rapport, ou pas du tout ? En fait, se prendre en photo tous les jours, à partir de 18 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est à la fois aliénant et c'est à la fois libérateur. Aliénant parce que en fait on se construit une image, on se construit un personnage qui n'est pas forcément celui que l'on est réellement, et à la fois c'est libérateur parce qu'en fait on est beaucoup plus en paix avec soi-même. Donc pour mon cas, ça peut être aussi tout le contraire, ça peut être aussi un moment où on se voit tellement qu'on voit tous les défauts. Sauf que moi, ça a fait plutôt l'effet inverse, où en fait je me voyais évoluer et j'ai juste appris à me voir différemment, à poser différemment, et en fait à apprécier et à accepter à la fois mon corps, mon visage. Donc maintenant, t'es à l'aise avec ton corps ? Maintenant, je commence à être à l'aise avec mon corps. J'ai fait une étape assez importante, c'est que je vends toutes mes fringues en 34. Donc je m'en débarrasse, et définitivement. Et puis, il y a tout un tas de choses aussi qu'aujourd'hui j'essaie d'accepter. C'est comme accepter les poils aussi, c'est tout un truc qui est encore très compliqué, parce qu'en fait en soi certes j'ai des poils, mais bon j'ai des manches longues et j'ai un pantalon, tu vois, ou je mets un collant, et quand je vais chez ma chiropractrice je mets toujours un collant aussi, parce qu'en fait je suis pas du tout à l'aise avec ça, et je sais que je vais m'en débarrasser pour l'été, je le sais très bien, parce que en fait je ne veux pas être confrontée au regard, parce que je veux pas être confrontée aux questions. Moi, ce que je trouve hyper chouette, c'est que sur ton compte Instagram, tu poses par exemple avec des poils aux jambes, ce qu'on voit hyper rarement, et ça t'assume de le montrer en photo, mais pas en été par exemple, en jupe ou... Ouais, c'est bizarre, mais parce que je sais que sur mon Instagram c'est un espace un peu plus safe. Je veux pas être une égérie poil, je veux juste être une nana normale qui parle aussi de ça, que c'est aussi une dictature qui est terrible et qui est extrêmement violente pour le corps d'une femme, et que la normalité est à questionner. C'est aussi une question de santé. C'est-à-dire que en fait j'ai une peau extrêmement réactive, donc j'ai longtemps eu des grosses taches sur les jambes, parce que j'avais beaucoup de poils incarnés, etc. Donc en fait ça faisait plein de sortes de mini bleus et de grosses taches aussi de cicatrisation, parce que en fait j'ai la peau métissée, et quand j'ai une cicatrice, en fait elle est beaucoup plus foncée que le reste de ma peau, donc c'est très visible. Après aussi sur l'épilation du maillot, en fait c'est pareil, j'avais les mêmes problèmes que sur les jambes, donc j'avais des grosses taches, j'avais des grosses traces, et c'était très moche en fait. C'était pas beau du tout, même quand c'est fait en institut c'est pas beau non plus, et puis avec ça en fait moi je fais mycose sur mycose sans arrêt, donc plein de trucs comme ça, et
je suis vraiment très sujette à tous ces problèmes-là, les cystites, les machins, etc. En fait, je me rendais compte que je les avais systématiquement après m'être épilée. Donc, en fait, je me suis dit, je vais juste maintenant passer juste à la tondeuse. Et puis, il y a eu un jour où je me suis gourée de sabots et j'ai tout viré à la tondeuse, donc en fait, c'était... Voilà. Comme quand je suis née, quoi. Et là, mon mec, en fait, qui se recule, qui fait un petit mouvement en arrière comme ça, qui dit mais qu'est-ce que t'as fait qui était vraiment très perturbé. Et en fait, je lui dis je me suis juste gourée. Et il me dit mais t'es pas obligée de faire ça, quoi. Enfin, moi, bien au contraire, je préfère quand il y a plus de poils et juste, t'es pas obligée de t'infliger ça, quoi. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Ce que je préfère chez moi, je pense que c'est ma faculté à avoir systématiquement plusieurs orgasmes. Ça, c'est quand même sympa. Et je pense que c'est le truc que je préfère. Je crois que c'est le truc dont je suis le plus fière. C'est un peu le truc de super-héroïne, tu vois. Genre, c'est le truc le plus kiffant, quoi. Des 5 sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi ? Le goût. J'aime bien bouffer le corps, quoi. Je sais pas, j'aime bien ça. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe ? C'est la sensation qu'il n'y a rien autour, qu'on est seul au monde et qu'on n'est même pas sur Terre, quoi. Qu'il y a rien du tout, quoi. Que le monde se résume en fait à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce que ce soit une bulle, en fait. Une bulle où il peut y avoir parfois un peu de musique aussi. Ça peut être assez important. C'est que c'est ça. C'est la création d'un monde complètement fermé, complètement opaque, et avec strictement rien autour, quoi. Et aucune pensée, rien du tout. À part ce qu'on est en train de faire et à part la personne d'en face. C'est facile pour toi de dire ce que tu veux et ce que tu refuses à ton partenaire ? Ça l'a longtemps pas été. Ça l'a longtemps pas été parce que j'ai longtemps eu peur de ce que je voulais. J'ai longtemps cru qu'il fallait faire certains trucs qui, moi, me plaisaient pas et qui plaisaient plutôt au partenaire. Et encore aujourd'hui, je sais pas encore réellement m'exprimer sur ça, mais comme je ne sais toujours pas m'exprimer sur pas mal de choses qui parlent de mes profonds sentiments ou de mes profonds ressentis, c'est que c'est pas uniquement que le sexe, quoi. C'est vraiment de façon générale. Et est-ce que le sexe, pour toi, c'est important dans ton couple ? Oui, ça l'est. Ça l'est effectivement. Après, ce n'est pas l'hyper-régularité qui va être importante. C'est le fait, effectivement, qu'il y ait du sexe, de toute façon. Mais que ce soit quelque chose qui fonctionne, quoi. Parce que je ne m'imagine pas dans un couple où il n'y a pas de sexe, ou qu'il y ait du sexe, mais qui ne fonctionne pas, dans le sens où il y a un des deux qui se sent pas bien. Et à mon sens, je pense que ça veut dire surtout qu'il faut passer à autre chose, qu'il y a autre chose à explorer, ou qu'il faut que ce soit une grande discussion. Donc avec tes différents partenaires, est-ce que tu as l'impression que vous êtes en phase sur votre vie sexuelle ? Sur le moment où vous avez envie, quand est-ce que vous en avez envie ? Ce que j'ai pu ressentir énormément, c'est l'obligation d'avoir une relation sexuelle quand on est ensemble. Et ça, j'ai pu me rendre compte que, en fait, c'était pas toujours le mieux, c'était pas toujours ce qui faisait que ça se passait bien. C'est que quand on s'impose de coucher ensemble ou quand l'un impose à l'autre de tenir une régularité à ce niveau-là, c'était du coup créer une sorte de pression qui en fait rendait tout l'inverse. C'est-à-dire que c'était plus une façon d'être mal à l'aise et
au final de perdre aussi un certain désir. Aujourd'hui, j'arrive à en parler un peu plus parce que très longtemps, j'ai eu le sentiment qu'il fallait absolument que je sois disponible tout le temps, qu'il fallait que quand mon partenaire avait envie, il fallait que j'ai envie aussi en même temps que lui. Et en fait, c'est que j'ai pas forcément le même rythme, je suis pas forcément aussi rapide. C'est pas les chutes du Niagara en 3 secondes, quoi. Et du coup, c'est toute une discussion qui est à faire et même sur le savoir dire quand est-ce qu'on a envie, quand est-ce qu'on n'en a pas envie, et que ça ne soit pas justement perçu comme quelque chose de frustrant, notamment par le partenaire. Et ça, c'était quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Est-ce que quand t'es amoureuse, tu peux avoir envie de coucher avec d'autres personnes ? En fait, en théorie, oui. Mais dans la pratique, non. C'est-à-dire que je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de le faire parce que j'ai trop peur. Et j'ai trop peur de me perdre dans ça, c'est-à-dire de tomber amoureuse en fait de la personne avec qui je vais coucher. Et dans ce cas-là, en fait, de juste perdre la personne, et puis au final, qu'est-ce que je perds et pourquoi, et quelle est ma démarche en fait là-dedans. Qu'est-ce que je cherche de plus, qu'est-ce que je cherche de moins. Et en fait, non, je suis pas capable de faire ça. Et parce que aussi, ça voudrait dire que si moi je le fais, il faudrait que j'accepte que mon partenaire le fasse. Et je sais que moi je serais incapable de supporter que mon partenaire me trompe, c'est pas vraiment ça, mais couche avec d'autres personnes en tout cas. Parce que je sais que moi je me comparerais systématiquement en fait à ces personnes-là. Et que en fait je me sentirais extrêmement dévaluée parce que je me dirais mais en fait c'est parce que je suffis pas. Et après, je sais que c'est aussi une construction sociale, c'est aussi un truc comme ça, mais je sais que moi, je serais incapable de vivre ça. Est-ce qu'il y a autour de toi des couples qui te servent de modèle ? Non. Parce que chaque couple est extrêmement différent. Parce qu'il y a plein d'enjeux différents. Parce que moi, j'ai pas forcément les mêmes attentes non plus. Que je me vois pas avec les enfants, la maison. Je ne veux pas d'enfants parce que je veux pas être définie en tant que mère. Et parce que pour moi, en fait, le couple, c'est déjà complet, en fait. Et puis même quand je songe juste à la question écologique, hein, de toute façon, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait des enfants encore aujourd'hui ? Et je sais que... ça risque d'être très mal pris parce que voilà, il y a encore des personnes qui font des enfants aujourd'hui et c'est cool, c'est chouette. Mais c'est vrai que moi, j'ai trop peur de ce que je peux leur offrir en fait, dans quel monde est-ce qu'ils vont grandir. Et puis aussi parce que je tiens trop à ma liberté, je tiens trop à ma liberté de mouvement aussi. Je veux pouvoir, sur un coup de tête, me bourrer la gueule. Je veux pouvoir, sur un coup de tête, partir, décider que mon appartement, il allait ressembler à ça, qu'il allait être complètement retourné, et puis machin, etc. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est que, en fait, pour moi, l'enfant, je le vois comme étant plus une contrainte que comme étant un élément de bonheur total. C'est que ça a l'air, hein, c'est cool, hein, mais... moi, je vois tout le reste qui ne m'attire pas du tout et qui, au contraire, me repousse plus qu'autre chose. Enfin, ça, je veux pas, quoi. Je veux pas de ça. Pour toi, c'est quoi l'amour ? Pour moi, c'est un dialogue profond avec une personne. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose que je partage avec ma maman, avec mes frères, ma sœur. C'est quelque chose que je partage avec des amis extrêmement proches. C'est quelque chose que je partage aussi avec mon mec. Et avec mon mec, il y a un stade au-dessus. C'est-à-dire que c'est un amour qui est un dialogue également physique. Qui est peut-être
peut-être aussi un peu plus profond parce qu'on partage plus de temps ensemble, parce qu'on partage beaucoup plus aussi nos corps. Mais je le trouve tout aussi exceptionnel que tout le reste de l'amour que je partage, autant familial que amical. Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi c'était important pour toi de nous parler de tout ça ? Parce que je trouve qu'on parle pas suffisamment de sexe et de sentiments et de relations de façon aussi diffusée. C'est-à-dire que toutes ces conversations-là, j'ai pu les avoir aussi avec des amis et aussi avec mon mec, mais le problème c'est que c'était très privé, c'était peu partagé. Et je sais que toutes ces conversations-là, on les a tous, mais qu'on a parfois l'impression que c'est des choses qui sont dites et qui sont un peu secrètes, et que ce secret-là empêche aussi peut-être une diffusion de compréhension de sexes différents, de sexualités différentes. Et je trouve que c'est important, et c'est pour ça que je décide de m'ouvrir aussi un peu là-dessus. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu peur aussi. Je me suis dit, quand même, c'est pas très pudique quand même, etc. Et puis en fait, après, en ayant lu les questions, etc., je me suis dit, c'est pas si intrusif, et surtout, ça devrait être normal de parler de ces choses-là. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.